Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Tout de suite, on en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Lisa Dufaux et Valentin Floquet pour On en parle à Taïwan. Alors quels sont les sujets que vous préparez ? Alors, vous vais parler de l'ACA Expo. De l'Expo l'ACA ACA. Expo, d'accord. Voilà, internationale, qui a lieu actuellement à Taoyuan. À Taoyuan. C'est vrai que c'est la saison un peu pour les haka en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais chaque automne, il y a plein d'activités comme ça. C'est vrai. Mais toi, tu nous parleras d'une autre saison, ou plutôt d'un autre sujet. Je sais pas si Oui, c'est lié à la saison ni mais au haka. Je vous parlerai aussi de tourisme, De tourisme. à Taipei cette fois. D'accord. Et pour ma part, on parlera, vous savez, on va marcher sur des œufs aujourd'hui, puisqu'on va revenir sur la crise des œufs avec le fameux mea culpa du lanceur d'alerte. Une histoire qui n'en finit pas de rebondir. Alors on va commencer donc par l'exposition des haka. Alors oui, c'est une exposition qui dure 2 mois, qui a été... c'est la première expo internationale de la culture haka. C'est l'une des seules... c'est vraiment la première à Taïwan qui fait la promotion d'une culture autre au niveau international, qui essaie de regrouper plein de choses vraiment de cette ampleur pour une culture autre que la culture chinoise à Taïwan. Donc c'est un genre d'événement. D'accord. Même si la culture haka est aussi une culture chinoise. Voilà, oui, non mais pas Han. Là dans cette expo, alors j'ai été très très surpris. Alors j'ai été la visiter. Il y a deux principaux, comment ça s'appelle, des deux principaux halls. D'accord. Une vraiment sur Taïwan et l'autre sur les haka à l'international. Et donc c'est vraiment, en fait, je trouve que c'est un petit peu juste d'avoir appelé ça l'expo haka. Je l'aurais quand même dit la migration des haka, parce que c'est vraiment concentré sur les haka migrants. C'est-à-dire que ça ne parle pas du tout, il n'y a pas aucun sujet sur les haka en Chine. D'accord. Du coup, cette expo met l'accent sur quoi alors ? Alors elle met donc sur les flux migratoires, sur les haka migrants. Mais en fait, je pense que c'est parce que c'est pas tellement une exposition dans le sens où on entend dans les musées. Je pense que l'Aka Expo, c'est aussi pris dans le sens exposition universelle ou expo. On est dans le sens de l'expo universelle. C'est ça plutôt. Faut quand même, je pense que même sur les poèmes universels, on a toujours un endroit où un point de concordance où on quand même. Là, c'est la culture Haka. J'aurais pensé, moi en tout cas, j'ai attendu quelque chose dans ce sens-là en tant qu'étranger, qui n'a pas forcément les codes ni les connaissances sur la culture Haka, d'avoir un petit retour historique. C'est un peu comme l'expo des fleurs ou des choses comme ça, quoi. C'est plus une foire avec aussi... Peut-être que les organisateurs se sont dit, ceux qui vont venir à l'Expo Haka vont d'abord chercher en ligne toutes les informations historiques et tout. Donc, ça a été ma plus grande déception sur cette exposition qui, après, était très intéressante. Il y avait beaucoup de choses. Déjà, c'était très beau au niveau de l'organisation, de la mise en place, de tout ce qui était... façon interactive. Il y avait une carte. Il y avait une fresque animée. D'accord. Qu'on voit déjà dans d'autres situations de souvenirs. Dans un autre musée, il y a ça. Dans un musée à Taïwan, il y a ça, une fresque animée où on revoit des situations de vie dans l'ancien temps. Oui. Comme ça. Là, ils avaient recréé un système comme ça sur un grand panneau. C'était très intéressant. Donc en fait, on passait sur différents moments de vie de la culture générale comme quotidienne des Haka. Une recomposition. Et en fait, donc avec des indices sonores avec chaque sur chaque stand. Donc c'était très intéressant. Il y avait des ateliers d'apprentissage du Haka, parce qu'en fait, au final, le Haka donc interactif avec des tablettes, où en fait on pouvait faire écouter un son d'une petite phrase simple et après le reproduire, et on pouvait l'enregistrer en QR code, et ça nous faisait une vague d'enregistrement sonore en fonction du mot qu'on avait dit et de la phrase, et on pouvait l'imprimer en ticket après. D'accord, voilà. Ça c'est rigolo. Donc ça, c'est des choses assez amusantes, sympas, etc. Et du coup, les différents stands sont répartis de manière thématique, ou c'est fait comment ? Sur la partie taïwanaise, chaque comté avait son exposition, son stand. Donc il y avait 14 stands différents, peut-être pas tous les comtés, mais tous les comtés où il y a des haka au moins, je pense. Et donc on se balade comme ça à travers chaque ambiance change beaucoup en fait en fonction de chaque organisation. On est vraiment, comme disait Lisa, dans le principe d'une expo universelle. Donc on est vraiment sur des thématiques choisies par
par les comtés, par leur histoire, etc. Il n'y a pas vraiment de thématique historique ou de retraçage avec que font les Aka chez nous ou des choses comme ça, mais chacun voulait mettre en avant leur version de la culture Aka. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Donc aussi avec toujours un petit peu comme dans l'expo universelle des façons de présenter assez innovantes, assez interactives, beaucoup plus dynamiques qu'une exposition on va dire culturelle standard. D'accord. On va pas y avoir trop d'expositions d'objets ou de choses comme ça. C'est moins figé. Mais... Voilà. Il y avait une exposition par exemple, il y avait une recomposition de photos d'une famille durant les 100 dernières années qui était très intéressante aussi. Voilà, vraiment des objets personnels, c'était très intéressant, ça j'ai bien aimé aussi. Mais il y avait plein de choses en fait. Il y avait aussi une expo spécialisée sur l'art culinaire Aka avec tous les objets et les plats recomposés un petit peu à la façon japonaise, comme vous savez devant les restaurants pour recomposer les plats Aka, etc. Vraiment, il y avait beaucoup de choses intéressantes dans cette expo et vraiment mon seul petit souci a vraiment été au niveau du fait que je puisse pas présenter l'histoire. Après, il y avait une exposition à travers des tubes cathodiques. Donc en fait, à la base, il y avait des télés cathodiques pour présenter les émissions anciennes. Et au fur et à mesure, l'évolution de Aka au niveau des médias, donc aussi des bandes son à travers des transistors, etc. Ah d'accord, il y avait vraiment plusieurs volets comme ça. Et voilà, sur 14 panneaux, il y avait vraiment des thématiques très différentes et vraiment une présentation assez globale de la culture Aka à Taïwan. C'était très intéressant au niveau du pavillon taïwanais. Et tu as parlé de la nourriture, est-ce qu'on pouvait manger ? Alors justement, j'allais y venir après parce que... pardon. Voilà, non mais il n'y a pas de souci parce que de toute façon on va y venir. Là il y a les deux principaux halls. Voilà, et après en dehors il y a deux marchés. Il y avait un marché plus général sur taïwanais, de genre marché de nuit. Là marché événementiel plutôt, et un autre plus sur la culture Aka. J'étais un peu déçu perso, il y avait du miel, il y avait pas grand chose de... Alors quand je suis allé au niveau des marchés, je suis arrivé un peu tard, ils étaient en train de fermer aussi, ça fermait vers 20h, c'était un peu tôt pour une expo, c'est assez tôt. Voilà, et il y avait aussi ils étaient en train de préparer. Alors après, dans les stands extérieurs et dans les parties extérieures, il y avait des expositions événementielles où chacun revenait un petit peu tous les week-ends avec des thématiques différentes et des vendeurs. Là, c'était vraiment des vendeurs, c'était plus commercial, présent. Alors il y avait par exemple, ils étaient en train de préparer, donc il n'y avait pas grand monde. Moi, j'avais vu des gens qui faisaient soit des petites confections, et ils avaient mis 3 trucs Aka sur le côté, mais tout le reste, ça n'avait rien à voir avec le Aka. Il y avait des petites poupées Halloween en crochet ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Pour le niveau commercial, ils ont été un petit peu moins portés sur la culture Aka. C'était quand même vraiment d'abord mettre en place en avant leur magasin. Mais il y avait aussi quand même des créateurs de textiles Aka, enfin du prêt-à-porter Aka, basé sur la culture Aka. Vous savez que le textile Aka a des couleurs, des codes couleurs, etc. assez flashy, et avec des fleurs, des grosses fleurs dessus, etc. qui sont assez typiques de cette culture. Il y avait aussi, il y a plein de choses après, je vais pas peut-être tout détailler parce qu'on a un temps limité, mais voilà, donc juste pour présenter un petit peu, il y avait bien sûr du culinaire dedans. Voilà, pour cette partie-là. Donc après, on va parler quand même un petit peu de la partie monde, du hall monde, qui était aussi très intéressant. En fait, on rentre dans le hall monde et la première chose qu'on voit, en fait, c'est toutes les personnalités du monde Aka. D'accord, c'est pas les différentes diasporas dans le monde, c'est d'abord les personnalités. C'est après ça. Mais en fait, la première chose qu'on voit quand on rentre, c'est toutes les personnes qui existent et qui sont connues mondialement, les Aka connus mondialement. Est-ce que vous avez des idées comme ça Tsai Ing-wen. Tsai Ing-wen, elle est Aka. Elle a un quart de... là, c'est 100%. Enfin, je pense que c'est encore... Elle était pas dedans, par exemple. D'accord. Dans les personnalités 100% Aka, si, il y a un ancien président Lee taïwanais qui l'était. Aussi. Je crois, Lee Deng-hui, j'aurais pensé à lui. Lee Deng-hui, j'ai pas... Mais bon, en même temps, à Taïwan, presque tout le monde a au moins une origine Aka. Donc, et si c'était dans le hall monde, il faut peut-être chercher soit dans le show business, soit dans les personnes plus à l'étranger qu'à Taïwan. Voilà. Ouais, j'avoue que je saurais pas trop dire. Déjà, il y a Sun Yat-sen. Oui. Voilà. Il y a le père fondateur de Singapour. Il y a le premier président de Guyana aussi. Voilà. Et donc et après il y a des grands patrons de sociétés comme le patron des Baumes du Tigre. Ah oui. C'est un Aka. Est-ce que Terego est Aka?
Bonne question. Il n'était pas dans les personnalités. Ça m'étonnerait pas. S'il l'est, il faudrait qu'on lui dise. Il doit pas le savoir. Faudrait lui rappeler. Voilà, donc il y avait au niveau de Singapour. Alors après, dans la partie internationale, ce qu'on a surtout pu voir, c'est au niveau historique, etc. C'est que les haka ont toujours été confrontés, et même à Taïwan en fait, il y a une partie un petit peu historique de Taïwan, ont toujours été mises dans les situations les plus difficiles. Au niveau du travail, etc. À Taïwan, ils avaient toujours les terrains les plus ardus à travailler au niveau de la. Ils s'installaient là où ils n'étaient pas rejetés, quoi. Voilà, c'était donc un là peu où ça. Personne ne voulait. Les haka, c'est ceux qui ont construit la voie ferrée aux États-Unis. C'est Chine, voilà, entre guillemets. Je veux pas. Voilà. C'est ceux qui étaient aussi dans les ruées vers l'or aux États-Unis, mais aussi en Indonésie. Les mines d'étain. Tout ça, les haka, voilà, pour donner un ordre d'idée un petit peu. Ils sont partout, hein, les haka. Hein. Oui. Voilà, en Malaisie, Indonésie, Singapour. Il y avait des grosses expositions au niveau de ces endroits-là, mais aussi la Guyane française, la Guyana aussi en Amérique du Sud. Il y avait beaucoup de grosses communautés haka. Et donc voilà, on voit en fait un petit peu l'influence qu'ont eu les haka un peu partout dans le monde en fait. Et c'était très intéressant pour ça aussi, pour la partie monde, de voir leur présence dans chaque pays. Au Japon, ils avaient une communauté bien particulière aussi, etc. À découvrir. Vous avez encore jusqu'au 15 octobre si vous êtes à Taïwan. Voilà. Mais voilà, pour une première édition, c'était pas trop mal. Mon seul bémol reste le fait qu'ils présentent pas quand même toute la culture haka, même ce qu'on appelle les tulo, les maisons, les cités. C'est même des cités. Des cités, c'est vrai. Des cités complètement enfermées du monde extérieur. Qui sont en train de disparaître, qui sont très intéressantes au niveau de la culture haka et particulière. D'accord, alors voilà. Au niveau découverte, on a d'autres découvertes à faire. Oui, puisque la ville de Taipei a publié récemment une liste des 20 meilleurs sites ou attractions touristiques de Taipei. Oui. Divisés en 4 catégories, donc art et culture, ensuite verdure, on va dire, verdure, nature, ensuite activités en famille et attractions de nuit. Donc c'est la population qui a voté. D'accord. D'abord il y a eu une présélection des propositions et il y a 38 000 personnes qui ont voté pour ces 4 catégories. Alors dans les arts et culture, des petites idées peut-être. Le musée national du Palais. Oui. Forcément. Bravo, c'est le premier. Oui. Il y a aussi le site de musique à Kaohsiung, là, le grand hall. Non, à Taipei, on est à Taipei là. Oui, pardon, je suis parti loin. Je continue, le musée des Beaux-Arts. Non, il n'est pas dedans. Non. Peut-être pas. Au niveau culturel. Ouais, art et culture. La grande sphère qui est pas loin d'ici. Non, même pas. Non. Il n'y est pas non plus. Le centre, c'est quoi, Pop quelque chose près de chez nous. Près de chez nous. Le musée, le mausolée des martyrs, non, ça peut pas être de l'autre côté culturel. Vraiment tout proche. Le Yuanshan, le parc des expositions de Yuanshan. Non, le Grand Hôtel. C'est vraiment le Grand Hôtel. Oui. C'est culturel ça. Oui, je pense que c'est parce que, comme il y a eu l'ouverture récente des tunnels, c'est possible. C'est devenu un site touristique aussi. Enfin, il y avait déjà des gens qui visitaient le Grand Hôtel. C'est vrai. Voilà, mais bon, c'est vrai que ça me surprend aussi un peu, mais avec les tunnels, on peut comprendre qu'il ait été listé. Il y a aussi le mémorial de Chiang Kai-shek. Oui. Il y a aussi le musée des sources chaudes à Beitou, que j'ai visité l'année dernière. Vraiment très beau musée, ouais. J'en avais fait une sortie de la semaine... je crois l'année dernière aussi. Oui. Il y a aussi, alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise, le parc linéaire de Xinzhongshan. D'accord. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais même pas ce que c'est. En fait, c'est un espace vert qui va des stations de métro de Zhongshan à Shuanglian, qui a été aménagé par la compagnie du rail de Taïwan en 2017. Ah oui, je vois ce que c'est. Voilà, donc la compagnie du rail a agrandi l'espace vert de 14%, ajouté une voie piétonne, il y a des aménagements pour les enfants. Ils ont fini toute la section en fait. Ok. Ouais. Et ça permet aussi de passer par le musée d'art contemporain et d'autres quartiers commerçants de Taipei. C'est pas idiot comme formule. Voilà, il y a aussi des arbres, des plantes qui représentent les 4 saisons. Et c'est censé se transformer en forêt au clair de lune la nuit. Bon, j'avoue que
Je vois pas trop, mais... Non plus. Avec beaucoup d'imagination. Avec beaucoup d'imagination. Il y a toujours des célébrations, il y a toujours beaucoup de lumière. Oui, c'est ça. C'est une zone assez animée la nuit. Il y a beaucoup de monde, parfois des performances artistiques, musicales notamment. Mais j'avoue que pour être classé parmi les 5 ou 6 ou 7 meilleurs lieux touristiques agriculture de Taipei, c'est vraiment ça va loin là quand même. Sortie touristique, c'est plutôt sortie de la semaine pour les Taïwanais quoi. Voilà, parce que, par contre c'est très populaire et c'est un quartier très populaire. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voté. Les petites ruelles etc sont très intéressantes à explorer. Mais personnellement j'irais pas exprès, je sortirais pas exprès de chez moi pour aller dans ce parc quoi. Surtout que les animations restent quand même très, très limitées au niveau culturel. Vraiment. C'est vrai. Par contre, il y avait quelque chose de plus intéressant. Alors, la rue Dihua à Dadaocheng. C'est aussi agriculture, ça ? Oui. Ok. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de culture, d'histoire à découvrir dans cette rue-là, mais aussi dans les petites rues adjacentes. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Et il y avait aussi la base de littérature de Taïwan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si, Clément en avait parlé dans une émission de La Ville en pratique, justement, de ce QG littéraire. C'est ça, ça comprend une série de maisons japonaises. En fait, il y en a 7 de la rue Chidong qui sont situées dans l'arrondissement de Zhongzheng et qui ont été rénovées. En fait, l'histoire de ce quartier remonte à la dynastie des Qing, où les rues étaient... Cette rue-là, en fait, c'était une artère commerçante très, très importante pour le riz, qui était transporté du bassin de Taipei vers les ports côtiers via la rivière. Et ces maisons japonaises, elles datent des années 40 des années 20 aux années 40. Et elles ont été donc rénovées et elles étaient utilisées pendant la période japonaise pour loger des fonctionnaires japonais. Oui. Et ensuite, elles ont été réquisitionnées par le gouvernement central chinois pour loger des membres du gouvernement. Et donc, elles ont été préservées comme ça pour promouvoir l'histoire et la culture littéraire de Taïwan. Et ce concept de base de littérature, ça date officiellement de 2020. Donc, on y organise des spectacles, des expositions, il y a aussi des programmes de résidence d'écrivains, des cours, des conférences et voilà, d'autres activités pour promouvoir la créativité et l'écriture. Ce que j'aime bien à cet endroit-là, en fait, c'est que c'est là où c'est l'ancien restaurant, c'est ça ? C'est là où il y a l'ancien restaurant ? L'ancien restaurant. Oui. Je crois que c'est le même ancien restaurant et en fait, la construction ils ont japonaise. fait une nouvelle construction moderne dans laquelle il y a la librairie, enfin la bibliothèque. Et en fait, on peut prendre les livres dans la bibliothèque et se mettre dans la vieille maison japonaise pour lire. Ah d'accord. C'est très intéressant ça, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé ce concept. Voilà. Eh bien, ça, c'était pour la catégorie agriculture. Ensuite, on a la catégorie nature ou verdure. Oui. Alors, il y a, par exemple, la cascade de Xiaoyintan. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, je ne connais pas. Non. C'est normal parce que c'est vraiment une toute petite cascade qui est située dans le parc national de Yangmingshan, mais pas du tout profondément dans le parc, donc c'est très facile d'accès. Il suffit de prendre le bus, le S8, S9 ou 128, et de descendre à parc de Yangmingshan. Et c'est une petite cascade qui a une eau un peu laiteuse parce qu'il y a du soufre. Donc ça peut ressembler à une source chaude, mais en fait l'eau est fraîche. Et bon, c'est vraiment une toute petite cascade, honnêtement, je sais pas trop pourquoi c'est classé là-dedans non plus. C'est pas possible de se baigner, c'est juste joli. Les gens aiment bien aller la voir. Oui, voilà. Mais bon, à mon avis, il y a de plus jolies cascades à Taipei. Peut-être. Ou plutôt dans le nouveau Taipei. Ouais, mais là, si c'est Taipei, c'est ça. Ça limite aussi les choix. Oui, c'est ça. Après, ça va être plus vers Nehru, je suppose. Du côté de Nehru, dans les petites montagnes, là où il y a pas mal de petites choses à voir, assez sympathique aussi. Il y a aussi l'Institut de comportement animal du zoo de Taipei. D'accord. Voilà. La montagne, le mont Qixing à Beitou, qui est situé sur la chaîne de volcans de Datun, et ce qui est le plus haut sommet de Taipei, avec 1120 mètres d'altitude. Voilà, c'est situé à Yangmingshan également. On a aussi le parc naturel de Guandu, qui est, je trouve, lui, il a vraiment à sa place dans ce classement. C'est vraiment un très beau parc qui est situé à la jonction entre la rivière Keelung et Tamshui. Et c'est un site où il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui font une pause, en fait, qui s'y arrêtent. En particulier des canards, des échassiers. Il y a beaucoup d'espèces qui s'y reproduisent aussi. En tout, 283 espèces ont été recensées dans cette zone.
qui a été classée comme zone importante pour les oiseaux. C'est un centre d'écodiversité au cœur de Taipei, quoi. C'est assez joli, il y a beaucoup de mangroves, on peut se balader sur des petits chemins en bois, sentier, des passerelles. Sinon, il y a aussi Shanshui-liu, le parc écologique de Shanshui-liu. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Nangang. C'est un grand parc un peu moderne qui a été créé sur une ancienne décharge. D'accord. Glamour, n'est-ce pas? Qui a été rebouchée et recouverte et voilà, qui est gérée par le département de la protection environnementale de Taipei et qui a été ouvert en 2013. Donc il y a des aires de jeux pour enfants, des panneaux solaires. Il y pousse toutes sortes de choses. C'est assez grand. Un bon terreau en dessous. Ah oui, c'est ça. Je sais pas si j'y ferais pousser mes légumes, par exemple, tu vois. Voilà. Attends. Voilà, donc pour les activités en famille, on a bien sûr le zoo de Taipei ou encore le parc d'attractions pour les enfants de Taipei. Oui. Ensuite, pour les attractions de nuit, on a la rivière de Dadaocheng, où des fois il y a des feux d'artifice. Oui. Voilà. Et on a aussi le temple de Bishan, qui est situé à Taipei, je crois que c'est vers Nehru. Oui, c'est au nord de Nehru. Voilà, qui est dédié à un héros de l'histoire chinoise, Chen Yuanguang et ses généraux, et qui est le protecteur de la population de Zhangzhou. Et c'est le plus grand temple dédié à cette divinité ou ce roi à Taïwan. Voilà. D'accord. On peut voir la tour 101 de nuit, donc c'est assez joli. Oui, c'est très beau. C'est aussi parce que le spot doit attirer les gens. Il y a pareil, il y a des cascades, etc. Dans l'arrière-pays, entre guillemets, dans la montagne. Il y a des belles balades à faire. Il y a tout un village montagnard un petit peu avec les plantations pour les fraises, etc. Au-dessus des Abidjan. Voilà. Alors on va quitter les fraises, les montagnes et autres plantations ou même décharges reconstituées en parc pour aller voir les œufs. Voilà. Vous savez, l'affaire des œufs, vous en avez forcément entendu parler dans le monde entier, puisque ça fait un petit peu la mauvaise presse de Taïwan sur la scène internationale. Ils ont servi de terreau pour le parc de Nangang. On aimerait savoir surtout ce qu'ils sont devenus pour certains. On peut rappeler qu'il y a quand même plus de 140 millions d'œufs qui ont été importés depuis le Brésil et ailleurs quand Taïwan manquait d'œufs. Certains ont été stockés dans des conditions qui n'ont pas été respectées. Beaucoup ont été périmés. Il y a 50 millions d'entre eux qui ont été détruits ou doivent l'être. Le gouvernement n'avait pas été super transparent sur toute la gestion au départ. Et il y a un lanceur d'alerte qui s'appelle Lin Yo-hong qui a un peu lancé le début de ce scandale en donnant beaucoup d'informations sur ce problème des œufs. Tout ce qu'il a donné en information a été vérifié comme véridique peu après, mais le scandale n'est pas qu'il a menti sur le contenu de l'alerte, il est un vrai lanceur d'alerte. Tous les faits qu'il a dit ont été avérés, encore une fois. Le scandale vient du fait qu'il vient d'avouer avoir un peu manipulé la manière dont le projet a été monté, c'est-à-dire qu'il est devenu une cible de critiques, de menaces en tout genre depuis qu'il a lancé cette alerte. Ça fait 9 ans qu'il lance des alertes sur tous les problèmes agricoles de Taïwan, il faut savoir. Et là, il est devenu une cible tellement insupportable qu'il a demandé à un de ses amis, de manière anonyme, de lancer aussi des menaces de mort. Pour que lui, après, dise « Ok, je sors j'arrête, ça va trop loin, j'arrête les critiques, j'arrête d'être lanceur d'alerte, etc. » Pour essayer de s'en sortir, quoi. Et il a mis en scène des menaces de mort qu'il aurait reçues dans des mails, en publiant tout ce qu'il avait reçu, etc., qui exigeait de lui qu'il arrête de couvrir toutes les controverses liées à l'importation des œufs par le gouvernement. Donc, sous-entendu, le gouvernement aurait cherché quelqu'un pour essayer de le menacer lui, quoi. Et ça faisait un peu aussi une bonne presse pour lui au départ. Après, il s'est excusé en disant « Oui, je suis influenceur, blogueur depuis 9 ans dans le monde agricole, mais là, j'ai été trop loin. » Officiellement, il dit « Je suis désolé, j'ai commis une erreur. Je m'excuse sincèrement auprès de tous mes amis qui m'avaient fait confiance, qui ont pris soin de moi, en avouant qu'il a menti sur une partie des menaces, mais une autre partie, au moins 2/3, reste des vraies menaces. » Alors, c'est vraiment tous les amis ou alors c'est parce que c'est... En mandarin, tous ses followers, quoi. Ouais, Peng c'est un peu plus général. C'est ça. Et en fait, l'affaire va loin au point que lui, il est plus à Taïwan en ce moment parce qu'il n'a pas trop envie d'être arrêté. Parce que l'ami en question est déjà en détention provisoire pour s'expliquer sur les menaces de mort, pour s'expliquer sur la controverse, parce que ça va loin, ça va
à de la diffamation, ça va à des fausses informations, et des témoignages qui ont été aussi falsifiés, des documents révélés alors que c'est des documents qui étaient d'ordre privé au départ. Donc il encourt une peine qui va jusqu'à 5 ans de prison. Et cet ami-là, c'est un certain Xu Zheping, je ne sais pas si vous connaissez son nom, mais c'est un membre du Kuomintang. Ah. Oui, si, je me souviens. Et alors, l'affaire du coup va encore très loin. Alors, depuis, il est révoqué du parti. Enfin, le parti a annoncé que dans le prochain comité, ils vont traiter son cas, le révoquer. Ils expliquent qu'il a fait ça non pas parce qu'il est du Kuomintang et qu'il voulait critiquer le parti au pouvoir, etc. Cet ami, dans ses excuses, Lin Yohong, pardon, il explique que lui, il est membre du Minxintang, donc du DPP. Voilà, ils sont amis, mais des deux partis différents, quoi. Et il a choisi, lui, en étant ami, sans réfléchir que le fait qu'il soit membre du Kuomintang pouvait poser problème. Ouais. Voilà, enfin, c'est ça, il y aurait eu des répercussions contre lui au niveau politique. Tout à fait. Mais Lin en question, c'est aussi du coup une épine dans le pied du parti au pouvoir qui a annoncé le révoquer lui aussi. Okay. Donc les deux sont révoqués chacun de leur parti. Ils ont réussi leur coup, parce que leur coup c'était quoi ? C'était de mettre la lumière sur la crise des œufs pour que ça devienne le sujet social de prédilection pour la prochaine campagne présidentielle, en disant bah voilà, on a un parti au pouvoir qui voulait critiquer l'opposition qui était jamais transparente, etc. Puis finalement eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font la même chose, quoi. Ouais. Alors ça a conduit, on le sait, à la démission du ministre de l'Agriculture, ça a conduit à des excuses publiques du Premier ministre Chen Chien-jen, qui a reconnu des manquements et puis tout simplement une mauvaise gestion de ce dossier, surtout qu'en effet il y a 50 millions d'œufs qui doivent être détruits parce que le gouvernement les a gardés non pas au frais, et en plus les a mélangés avec les œufs de production locale. Donc il y a tout un problème d'étiquetage, d'origine, même de date de péremption, qui n'ont pas du tout été bien gérés, quoi, par le ministère de l'Agriculture et le gouvernement en amont. Alors ça, c'est la façon taïwanaise de voir les choses, que c'est toujours la partie politique qui est responsable, alors que techniquement, c'est plus la gestion locale, technique, qui a été mal faite. Tout à fait. Mais qui est-ce qui est responsable de ça ? C'est quand même le ministère de l'Agriculture. Arriver à faire démissionner un ministre au début d'une campagne électorale, c'est très taïwanais, enfin c'est très politique surtout, quoi. Oui. Et donc le Lin en question, il est cherché par la police qui attend qu'il revienne à Taïwan parce qu'il s'est barré en Autriche. Donc pour l'instant il est un petit peu mis au vert. Tranquille. Voilà. Ouais, surtout que c'est ça. Faut rappeler peut-être pour nos auditeurs que toute personne qui est un peu à l'étranger, à Taïwan, pour le faire revenir, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'accord. Voilà, il peut être sur une liste. C'est ça. Il peut être sur une liste des personnes recherchées, attendues, mais souvent on attend qu'il repasse la douane. S'il est toujours dans la liste des wanted, là il peut se faire appréhender, quoi. En tout cas, son ami, lui, qui a été vraiment arrêté par les procureurs, il est toujours en détention provisoire pour ne pas justement nuire à l'enquête en cherchant à falsifier des données ou à faire un contre-témoignage, parce qu'il y a encore 3-4 personnes qui ont forcément aidé ceux du Hola qui sont encore recherchés ou en cours d'enquête, donc en cours d'interrogatoire. D'accord. Voilà, comme quoi il y a toujours des rebondissements, et là tout le monde marche vraiment sur des œufs sur ce dossier qui est loin d'être fini. Voilà donc pour affaire à suivre. Pour ce petit On en parle à Taïwan. Et oui, c'est déjà la fin. On vous remercie de nous avoir suivis. C'était Lisa Dufaux, Valentin Floquet et François-Xavier Boulet pour RTI.